radiosud.fr. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Merci d'écouter le Grand Matin Sud Radio. C'est le petit déjeuner politique ce matin avec Daniel Obono qui est député La France Insoumise. Bonjour Daniel Obono. Bonjour. Alors on va revenir dans un instant sur la grand-messe d'hier évidemment d'Emmanuel Macron devant toute la classe internationale qui était réunie, les grands dirigeants de ce monde. Mais un mot, on se projette sur cette semaine parce que c'est une semaine de grogne. Ça commence dès aujourd'hui d'ailleurs dans l'éducation nationale avant le mouvement du 17 novembre, samedi prochain. L'éducation nationale, c'est une première. On pensait que Jean-Michel Blanquer réussissait un parcours sans faute dans l'éducation nationale. Et puis, voilà, il y a ces profs qui manifestent. Ils ont raison, selon vous, de manifester ou pas ? En tout cas, de faire grève. Bien sûr, parce que quand on voit l'état et la situation dans les écoles, je tiens à rappeler quand même que les profs, ça fait plusieurs mois qu'ils interpellent leur ministère quand même, parce que ça n'a pas été peut-être beaucoup publicisé, mais justement au-delà de la communication gouvernementale qui faisait de Monsieur Blanquer le grand gagnant du gouvernement, il y a depuis des mois, depuis le début de ce quinquennat, une mobilisation des enseignants par interpellation de leur rectorat, par des demandes multiples. Je pense par exemple au collège Utrio à Stains, qui aujourd'hui est en grève, mais ça fait 6 mois qui demande des postes, qui demande des moyens. Donc oui, la grève est le dernier recours pour un secteur qui est malmené. Oui, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir toute la répartition des profs sur le territoire, recruter davantage de profs? Quand on regarde les statistiques au plan international, on est plutôt bien placé, la France, non? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de répartition peut-être, non? Non, moi je pense qu'il y a un problème de moyens humains. D'abord, je pense que vous comme toutes les personnes qui ont des enfants de la petite classe jusqu'au lycée, préfèrent certainement avoir un accompagnement de ces enfants, des élèves le plus près possible. Et on ne parle pas simplement des profs, mais aussi des personnels. Alors justement, quand on parle de l'encadrement, il faut des CPE, il faut des infirmiers, il faut justement toute une communauté éducative. Et je pense qu'il y a besoin dans la petite enfance, par exemple, vous regardez, il y a plus que jamais besoin qu'il y ait des recrutements, qu'il y ait une formation beaucoup plus développée. Donc, et là aussi, on a aussi des réservoirs d'emploi, de travail. On n'arrête pas de dire il y a du chômage, recrutons du personnel qualifié. Ah ben voilà, il faut mettre les moyens. On sait où on peut trouver l'argent. Nous, on le dit, l'ISF, c'est des milliards qui sont donnés en cadeau. Et puis, on choisit justement de ne pas mettre les moyens dans quelque chose qui est quand même essentiel. L'éducation, c'est l'avenir du pays. On devrait mettre tous les moyens possibles dans l'éducation. On dit, vous parlez de certains quartiers prioritaires, on dit justement qu'on a dédoublé les classes, qui est une bonne chose, mais que du coup, c'est au détriment des autres qui, eux, sont en train de ramer pendant ce temps, quoi. Ah ben, mais ça, c'est vrai dans des quartiers des grandes villes comme des quartiers de campagne. Donc, on voit les fermetures des classes partout. Alors, il y a des réalités démographiques qui sont différentes, mais le progrès, c'est d'arriver à ce qu'on ait des classes à taille humaine, à taille surtout d'accompagnement pédagogique le plus près possible. Et effectivement, on habille Pierre en déshabillant Isabelle, et en fait, on fait une gestion de la pénurie parce qu'on est dans une logique d'austérité, effectivement, et on réduit les moyens de l'éducation nationale. Nous, on discute du budget en ce moment. Je peux vous dire qu'on voit dans les chiffres la réalité de cette politique. Au passage, la parité, Pierre au détriment d'Isabelle. Voilà, c'est ça, on l'aura remarqué. Daniel Obono, venons-en donc à ce rassemblement, ce mouvement du 17 novembre, samedi prochain. On pose la question ce matin sur Sud Radio. Est-ce que ce mouvement vous fait peur parce qu'il y a de la récupération ou pas? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre sentiment? Non, je ne pense pas qu'il y a besoin de... Moi, je ne vois pas de la peur. On connaît tous et toutes. Moi, j'ai de la famille dans le sud, dans le Gard, où on ferme les petites gares, justement, et où les gens sont obligés de prendre des voitures. Donc, moi, je comprends, et je pense que cette colère-là, elle est légitime. Donc, on s'est battu depuis le début de ce mandat-là, à l'Assemblée nationale, quand on vote les budgets, quand on vote les moyens pour une vraie transition écologique, de dire, aujourd'hui, il y a une inégalité fiscale qui est extrêmement forte et qui fait peser, effectivement, sur les plus modestes, le poids, non pas en plus de la transition, parce qu'une bonne partie, il y a très peu du pourcentage de ces taxes-là qui sont en fait données à la transition écologique. Donc c'est du grand pipeau. 19-20%. Voilà, c'est du méga pipeau. Et en vérité, ils font payer, encore une fois, aux plus modestes, mais littéralement, tous les cadeaux, les milliards qu'ils ont fait aux riches depuis le début du mandat. Et nous, on le disait déjà l'année dernière. On s'est opposé à leur vote sur les taxes parce qu'on disait c'est complètement inégal. Moi-même, j'ai proposé un amendement pour faire
supprimer la niche fiscale sur le kérosène. C'est l'un des essences les plus polluantes aujourd'hui et qui bénéficie d'une niche fiscale. Et la majorité l'a refusé parce qu'ils ne veulent pas, encore une fois, faire peser la fiscalité sur les plus gros pollueurs qui sont l'industrie de l'avion, les autoroutes, alors ça, etc. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Il y a de la pollution par le kérosène, mais enfin bon, la plus grande pollution, c'est avant tout le chauffage et l'industrie. Non. La plus grande pollution dans les villes. Oui, mais dans les villes. Mais alors, dans ce cas, il faut aussi revoir la question d'aménagement, etc. Mais il y a des grands chantiers pour la transition écologique qui permettra, y compris, de relancer l'activité, mais ce n'est absolument pas ce que fait le gouvernement. Et donc, je trouve ça vraiment inique, au nom de la transition écologique, de faire payer les plus pauvres, parce qu'en fait, c'est... D'abord, ça ne marche pas en termes de transition. Ils n'ont pas les moyens pour ça. Et puis, encore une fois, ça tape dans le porte-monnaie des plus modestes qui, déjà, se serrent plus que la ceinture. Là. Daniel Obono, est-ce que vous mettrez un gilet jaune, vous, samedi prochain ? Chez la France Insoumise, on est partagé. Écoutez, moi, je suis parisienne et j'utilise... j'ai les transports en commun qui permettent d'éviter la voiture, donc je n'ai pas besoin de mettre des gilets jaunes, mais je serai présente. Il y a une mobilisation dans le 19e, justement sur la question du pouvoir d'achat, et donc, en fonction des territoires, voilà, moi... donc vous serez sur le terrain, hein. Oui, nous, on sera bien sûr sur le terrain de toute façon. Alors, présent. Il y en a qui ne veulent pas défiler. Clémentine Autain, je crois, par exemple, elle ne veut pas parce qu'il y a Marine Le Pen, le Rassemblement national, donc elle ne veut pas être à leur côté. Je pense qu'il y a effectivement un désaccord total avec le Front National et l'instrumentalisation qu'ils font de cette colère sociale. Et ça, c'est notre position à tous et à toutes. Mais Clémentine Autain a posé la semaine dernière la question au gouvernement sur la question du pouvoir d'achat. Et c'est sur les mêmes bases que je viens de vous développer là, de pointer l'hypocrisie du gouvernement et le fait qu'il tape encore une fois dans la poche des plus modestes. Oui. Elle est députée d'une circonscription où ces réalités-là aussi de grandes banlieues sont connues, et donc je pense qu'elle sera aux côtés, elle aussi, des citoyens, des citoyennes cette journée-là. Daniel Obono, que pensez-vous de cette initiative du ministre du Budget, Gérald Darmanin, qui dit qu'il va y avoir une surveillance des réseaux sociaux pour une traque fiscale ? Je trouve que là aussi, c'est même la communication de petites semaines. Je pense surtout qu'aujourd'hui même, une association comme Attaque vient de faire une action aux Champs-Élysées pour alerter sur les pratiques de grandes multinationales comme Apple qui ne paient absolument aucun impôt. La même association avait alerté sur le salon du luxe, de l'immigration de luxe, justement, où on fait de la super optimisation fiscale. Là, on sait où sont les fraudeurs fiscaux. Moi-même, j'avais encore posé une question au gouvernement sur les Cum-Ex Files, où le dernier grand scandale sur la fraude et l'évasion, on sait où c'est. Et quelle réponse donne le gouvernement à ça ? Aller scruter les réseaux sociaux qui, par essence, sont un outil où on fait de la gloriole, on se prend en photo sur des voitures qui nous appartiennent même pas. Il y en a par exemple certains qui sont RSA qui s'affichent avec de belles voitures. Oui, mais bon, ça montre en plus comment ils sont complètement à côté de la plaque. C'est l'essence même des réseaux sociaux que d'en rajouter. Oui, mais c'est pas trop normal si on est au volant d'une belle voiture alors qu'on touche le RSA. Ça veut pas dire que la voiture vous appartient. Non, mais vraiment, il y a un sujet là quand même. C'est vrai, 80 à 100 milliards de fraude et d'évasion fiscale. Mais là, encore une fois, le même gouvernement ne se donne pas les moyens pour embaucher du personnel. C'est un des secteurs qui a perdu du personnel. Les gens qui sont censés en fait faire les vraies recherches, aller chercher les vrais fraudeurs, il y en a beaucoup moins. Et comment voulez-vous prendre au sérieux ce gouvernement ? Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont beaucoup plus rapides à stigmatiser les chômeurs qu'à aller chercher les fraudeurs fiscaux, peut-être parce qu'ils les connaissent trop bien. Mais c'est sûr que c'est pas en allant sur Instagram qui trouveront. Encore une fois, il y a des associations qui font un travail depuis des années, comme Attaque, qui interpellent le gouvernement très régulièrement. Et je pense que s'ils écoutaient plus sérieusement ces associations, ils sauraient où trouver les 80 milliards de fraude fiscale. Daniel Obono, on revient d'un mot ou de quelques mots sur Emmanuel Macron. Hier, devant les grands dirigeants de ce monde réunis à Paris, est-ce que le chef de l'État, pour ce centenaire de la guerre 14-18, a été à la hauteur, selon vous ? Écoutez, je pense qu'il y a deux sujets. D'abord sur les commémorations qui ont été sur plusieurs semaines avec un comité du centenaire qui a fait un travail remarquable. Je pense que c'est important et moi je le dis d'autant plus facilement qu'on est souvent en désaccord avec Emmanuel Macron.
il y a eu depuis plusieurs mois un vrai travail sur la mémoire important, ce qui est peut-être d'autant plus dommage de la faute politique qui a été commise en parlant de Philippe Pétain et en faisant une espèce d'équivalence. Je pense qu'il y avait certainement beaucoup d'autres figures de la guerre, notamment les fusillés pour l'exemple, à continuer à réhabiliter, à mettre en évidence les soldats des colonies. Voilà, il y a une histoire riche et importante. Et puis, effectivement, un centenaire de celle qu'on appelait la Dardédère quand même. Hein. C'est moi j'étais aux commémorations dans le 18e et le 19e arrondissement, il y avait beaucoup de gens par rapport à d'autres commémorations. Donc c'est des moments très forts. Et quand on se rappelle l'époque et le sentiment, moi je viens d'une tradition politique dont l'antimilitarisme et le pacifisme est né très profondément de cette époque-là, des horreurs et des massacres de 14-18. Et donc voilà, il y avait beaucoup d'émotions lors des commémorations. Donc c'est un moment grave et je pense que voilà, malgré tout, c'est vraiment dommage qu'il y ait eu ces propos sur Pétain parce que c'était un moment dont on doit pouvoir apprendre. Oui. Après, je pense que dans le discours, ça va pas assez loin parce que dans le discours, quand même, il a parlé du patriotisme qui est une valeur, mais au même temps, il dénonce le nationalisme qu'il ne met pas du tout sur une même échelle. Mais je pense que ça montre vraiment, en fait, toujours les limites du macronisme. On est souvent dans la communication assez superficielle. Quand on regarde, par exemple, les archives, il y a plein de choses qui ont été faites très intéressantes sur 14-18. D'où vient la guerre de 14-18 ? C'est pas les nationalismes, ça c'est la coloration politique qui donne à ça. Mais le grand Jaurès, dont on a inauguré une plaque à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il disait ? C'est le capitalisme porte la guerre comme la nuit porte l'orage. C'est la compétition internationale, c'est la première grande mondialisation moderne au début du siècle à cette époque-là. Et donc c'est exactement les sources de ce qui ont mené à cette grande boucherie. On les retrouve aujourd'hui avec la guerre économique en Europe, le dumping social, le dumping fiscal. C'est dans le monde. C'est dans le monde, mais on parle de l'Europe parce que ça a été quand même le terrain de la Grande Guerre. Donc il ne comprend pas que les mêmes politiques qui mènent aujourd'hui, c'est ça qui a mené au grand massacre. Et nous, c'est pour ça que fondamentalement, ça s'arrête à une commémoration un peu superficielle qui est dommage parce qu'on ne va pas plus loin que le bout de son nez. Et on ne se rend pas compte que la politique de M. Macron mène comme le capitalisme. Le mot de la fin possède la guerre comme la... Oui, le mot de la fin avec Cécile Lemennibus. Oui, je vais vous parler du contrôle d'identité qui est un point stratégique de l'action policière, on sait, mais la pratique systématique est selon vous inefficace. Le problème, c'est quoi ? C'est le délit de faciès ? Ah oui, ça certainement. Il y a en ce moment une action en justice menée par des lycéens, des jeunes, des adolescents qui ont subi en Gare du Nord un contrôle systématique. Ils revenaient d'une sortie avec leur classe et puis se retrouvaient confrontés à quoi se confrontent énormément de nos concitoyens et concitoyennes, surtout des garçons d'ailleurs. Ça a été prouvé. Encore une fois, il y a énormément d'études qui montrent du CNRS qu'il y a un contrôle systématique, que qu'on en est noir ou arabe ou assimilé à telle ou telle catégorie de jeunes à capuche, on va être 3, 4, 5 fois plus contrôlé. Et ce qui est important quand même de rappeler, c'est que ça se fait au détriment d'un vrai travail de police. Ça se fait au détriment d'une confiance qui devrait exister entre la population et la police républicaine. Et toutes les études qui ont été faites, par exemple, sur l'instauration du récépissé de contrôle d'identité montrent que ça favorise le travail de police parce qu'il se concentre sur les vraies enquêtes et ça crée un autre climat dont on aurait quand même peut-être besoin aujourd'hui plus que jamais quand on voit les difficultés du travail de la police d'ailleurs. Donc voilà, c'est inefficace, encore une fois. Toutes les études le montrent que ces contrôles de masse en fait font perdre beaucoup plus de temps que n'en gagnent voilà, ça crée les drames que l'on sait, les morts que l'on sait et c'est extrêmement grave pour toute la communauté. Donc, Daniel Obono, nous avons un invité surprise pour vous. Salut Daniel, c'est Philippe Manœuvre, rocker. Alors, je te trouve rock'n'roll justement avec ton franc-parler, tes dreadlocks et ton énergie. Alors justement, et d'ailleurs dans Obono, il y a quand même Bono, un rocker. Alors, tu sais, je veux savoir que le courant que tu avais créé qui s'appelait Convergence et Alternative, est-ce que ça aurait pu être un groupe de rock ? Oui, pourquoi pas, mais comme j'ai fait plus de la politique que de la musique, et c'est bien dommage, je devrais m'y remettre d'ailleurs à la musique. C'était une idée. Merci Daniel Obono, député de la France Insoumise, qui était notre invité de Sud Radio ce matin. Et Dany Rosé, n'importe quoi, Dany Moreau, qu'on retrouve à 8h, on va rester avec nous les 7h57.